Ok. Donc on a des racines françaises extrêmement fortes. Oui. Euh, Vous avez quand même des grands-parents là-bas, c'est ça? Malheureusement tous décédés maintenant, Ok. mais on avait des grands-parents, on a des cousins, on a des amis, moi j'ai beaucoup de liens avec la France, malgré le fait d'avoir grandi à l'étranger. Et je pense Donc, que ça caractérise beaucoup de Français de tu es l'étranger resté d'ailleurs. combien de temps en France finalement? 10 ans. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. 10 ans à Paris, 10 belles années avant de venir ici. Et je suis pas un de ceux qui sont partis en disant rien n'est possible en France, Ah oui. c'est mieux ailleurs, c'est pas ça. C'est parce que tu es venu d'un point de vue américain là-bas. Oui, c'est ça. Et parce que la vie est belle en France, parce que la qualité de vie est bonne. Moi, Elle est bonne, ouais. j'étais entrepreneur en France et oui, il y a des difficultés, mais il y a des difficultés en tant qu'entrepreneur aux États-Unis aussi. Bien sûr. Ouais. On a une qualité en tout cas dans la technologie, dans le Qui est secteur que bonne, je connais, qui est bonne. qui est extrêmement bonne. C'est pas pour rien si Facebook a installé son département d'intelligence artificielle en En France. France, ok. Donc on a beaucoup Mais d'atouts. tu es allé, tu as dit après tes études. Ouais. Donc, tu as fait tes études en Amérique. Alors jusqu'au lycée aux États-Unis. Ah, jusqu'au lycée. Après, je suis allé voir nos cousins québécois à Montréal pendant 4 ans. Ah, d'accord. J'ai passé 4 ans à Montréal. Et tu as fait ton billet là-bas. J'ai fait mon billet là-bas. J'ai fait mon master's À Paris? à Londres. Ah, à Londres. Ça, c'est une autre chose. Et ensuite, j'ai fait un petit bout d'études d'initiation au mandarin, mais de 6 mois. On n'apprend pas le mandarin. Où ça? Mois, à Shanghai. À Shanghai. Et alors, la France, c'était purement professionnel. La France, c'était. Oui, j'ai fait un master's professionnalisant en travaillant à Dauphine. Donc en même temps, mais effectivement, c'était plutôt mon parcours professionnel qui s'est déroulé en France. D'accord. Et tu as trouvé un job là-bas, c'est ça? J'ai trouvé un job, plusieurs jobs, j'ai changé plusieurs fois. Ah oui? Ouais, j'ai commencé dans la promotion immobilière, ensuite dans la finance. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise d'investissement immobilier. En France? En France. Ensuite, une première. Mais les Français n'investissent pas tellement, c'est vrai? Oh, si, dans la pierre, on aime bien la pierre, c'est Ah, sûr. d'accord. C'est quelque chose qui rassure. Qui est sûr. Et ensuite, j'ai fait un petit parcours avec Médecins sans frontières en République démocratique du Congo pendant 7 mois. Tu veux dire que tu les accompagnais? J'étais administrateur d'hôpital en Kivu, au Nord Kivu. Tu es allé sur place? J'étais sur le terrain pendant 7 mois. Ah ouais, c'était difficile alors? C'était une expérience marquante, forcément. Oui. Ça m'a beaucoup grandi. Tu t'es adapté quand même? On est obligé, enfin l'être humain a cette capacité assez incroyable de s'adapter à des circonstances. Quelle a été la partie la plus difficile? La partie la plus difficile, c'était la douche qui manque. Ouais, non, la douche cheval, en fait, on s'y habitue. Enfin, je suis voileux, donc les douches, D'accord. ça revient du luxe de toute façon. Ouais. Non, c'était plutôt la partie, c'est la violence douce et persistante, enfin tous les jours, d'un conflit. En fait, il y avait des conflits. Ok. Mais nous, on était en zone rouge et on a une image de Hollywood d'un conflit avec des voitures qui explosent dans tous les sens. Ouais. Mais en fait, la vraie violence d'un conflit n'est pas ça, c'est tous les jours. C'est pas les voitures qui explosent, c'est juste ce risque permanent tous les jours où on est en fait sur les nerfs. Vous êtes exposé à quelque chose. Et on s'y habitue malheureusement, étonnamment, mais en fait on se rend compte en revenant que ça use énormément. Oui, et alors la violence était due à deux religions, c'est ça? Le conflit en RDC, il est complexe. Il y a une question d'ethnie et en fait des restes du génocide rwandais entre les Hutsis et les Tutsis de 96. C'est ethnique alors? Alors il y a ça. Il y a un élément tribal aussi dans cette zone. Ça, la RDC en taille géographique représente l'Europe occidentale. Ouais. Donc c'est une taille énorme, mais représente la population de la France. Donc là où en Europe, nous avons 550 millions de personnes sur un territoire, en RDC, ils en ont 60 millions, 65 millions. Et donc, ça veut dire que l'État a énormément de mal et en plus, c'est un terrain un peu accidenté, donc l'État a beaucoup de mal à projeter son pouvoir et donc à s'établir fermement à l'intérieur de ses frontières. Vous rajoutez à ça des mines qui sont nécessaires, et c'est une des premières sources de minerais qui sont nécessaires pour la fabrication de smartphones. Donc très en demande. Alors, c'est ça. Et donc des intérêts économiques miniers au-dessus des intérêts ethniques tribaux. Et
et avec le Rwanda à côté qui pousse fortement, parce que le Rwanda, contrairement au Congo, est un pays extrêmement dense, ça fait une situation où il est très difficile aujourd'hui de dire le conflit, les lignes sont ça ou ça. Et en plus, il faut le savoir, on n'en parle pas assez, mais c'est le conflit le plus meurtrier au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a aussi d'autres pays où on tue les chrétiens. C'est un pays d'Afrique où c'est les chrétiens contre les musulmans. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, on retrouve ça dans plusieurs pays. Là, au Congo, ça ne se caractérise pas par la religion. religion. En tout cas, dans cette partie-là du Congo. Mais dans cette partie au Nord Kivu, c'est pas chrétien musulman, c'est plus une question d'ethnicité, d'appartenance ethnique, recoupée sur des intérêts miniers et donc économiques. Comment tu peux comparer ça peut-être avec la France? Il y a quand même aussi beaucoup de groupes ethniques en France. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de conflits entre les groupes ethniques en France? Alors, en France, nous avons une situation où il y a déjà une loi qui nous interdit de compter les ethnies. Ce que je trouve assez... Je comprends dans l'esprit de 1905, mais je trouve ça dommage parce que ça nous empêche de développer une politique sociale et d'intégration adaptée à ces populations, de gens qui ont des cultures différentes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la France est un pays avec une culture immuable. Moi, je pense que la culture est quelque chose d'organique qui évolue avec le temps, qu'au fur et à mesure de l'évolution de la société française, la culture française doit elle-même évoluer. Et elle évolue de fait. Et je pense qu'en France, on a effectivement... on a déjà des médias qui essayent de cadrer un conflit, des tensions ethno-religieuses, qui, à mon avis, ne représentent pas la grande majorité des Français. Parce qu'il y a eu quand même 3 événements tragiques en France l'année dernière. Est-ce que ça a divisé le pays? Oui, je pense que ça contribue à diviser le pays pour partie, disons à unir les camps, si on veut. On estime, même si on n'a pas le droit de compter, qu'en France, il y a à peu près 8 millions de musulmans. S'il y avait un véritable problème d'intégration systématique avec la religion musulmane, avec les chrétiens et avec les chrétiens, donc c'est à peu près 15% de la population française. Donc si 15% de la population française ne pouvait pas s'intégrer dans les lois de la République, on le serait. Ce serait en permanence le chaos. Tandis que ce n'est pas le cas. Ils votent. Ils contribuent, ils ne veulent qu'une chose, c'est que les promesses de la République soient rendues à eux aussi. Liberté, égalité, fraternité, au même titre, et sans problème. Et ça, c'est l'énorme majorité de la population musulmane française, j'en suis convaincu, malgré l'impression qu'on nous donne. C'est donc différent de la politique américaine où on les vise. On leur dit vous ne pouvez pas venir ici. Oui, certains le disent aux États-Unis, d'autres disent c'est contraire aux principes fondamentaux des États-Unis, ce qui est le cas. Objectivement, c'est le cas. On ne peut pas. Les États-Unis sont aussi un des grands pays de la liberté du XVIIIe siècle, de fin du XVIIIe siècle, qui s'établissent sur des principes de liberté et qui défendent depuis. Oui, qui défendent les religions et tout. Oui. Alors, ils ont leur histoire aussi avec aussi la population noire. Les African Americans. Qui s'est finalement intégré. Oui, il y a toujours d'énormes tensions. La ségrégation, ça s'est terminé dans les années 60. À l'échelle de l'histoire d'un pays, c'est hier. Mais il y a toujours les violences contre eux. Oui, il y a toujours et des injustices contre eux. On les met trop en prison. Oui, alors c'est le même problème, c'est la poule et l'œuf. C'est ce qu'on... Moi, je pense qu'à la fin, ça revient à un manque d'opportunités socio-économiques. Pour ces groupes-là. Pour ces groupes-là, qui grandissent dans des poches de villes ou des poches géographiques où on n'a pas des écoles de première qualité, où on n'a pas d'infrastructures de première qualité. Où ils n'ont pas les opportunités qu'ont les autres du pays. D'accord. Et ce sentiment de... Moi, j'ai connu ça différemment, mais en grandissant aux États-Unis, j'ai essayé d'être un petit Américain. Je parle anglais comme un Américain, je m'habillais comme un Américain. Il y avait beaucoup d'Hispaniques en Floride. Il y avait beaucoup d'Hispaniques aussi. Mais on me rappelait toujours que j'étais français. Ah, mais tu avais la double nationalité. Je l'ai eu après avoir quitté les États-Unis. Mais
pour moi, quand on a une identité et qu'on nous renvoie toujours à cette identité, en fait, on finit par l'affirmer. Ah. Donc, pendant longtemps, moi, je jouais le jeu d'essayer d'être américain. On me rappelait toujours que j'étais français. Et ben, finalement, j'ai pris cette identité française et je l'ai affirmée. Et j'en suis fier toujours aujourd'hui. Donc, Oui. voilà. Parce que tu as des parents français. J'ai des parents français, je suis français, je me sens français plus plus qu'autre chose. Ouais. Mais il y a un côté identitaire où on commence à revendiquer l'étiquette que quelqu'un d'autre essaie de nous mettre. Donc ça devient après des poches identitaires fortes. Donc aux États-Unis, il y a la communauté noire qui a cette identité forte. En France, il y a une communauté musulmane une partie de la communauté musulmane qui commence à avoir cette identité forte. Et c'est un phénomène assez normal, pour moi, identitaire, quand les gens ne sont pas acceptés et ne se sentent pas membres à part entière de pays qui disent qu'on est tous égaux. Ah, d'accord. Et la réalité, si on regarde l'Assemblée nationale française, c'est que l'Assemblée nationale française ne représente pas la diversité du pays. C'est vrai. Et aussi, il paraît qu'en France, les grosses sentences en prison, c'est surtout justement pour les immigrés. Les immigrants. C'est immigrés ou immigrants, je ne suis pas sûre. Mais il paraît que les sentences sont beaucoup plus longues pour eux. C'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour des crimes à col blanc, on a souvent on ferme les yeux, oui, etc. Et parce qu'ils peuvent aussi se permettre d'avoir une représentation très juridique forte, tandis que les autres personnes qui n'ont pas ces moyens, parlent pas bien français, souvent ont pas cette chance. Donc ils sont victimes de certaines sentences un peu dures. Oui. Après, il y a moi, ce que je trouve fantastique, si on veut faire si on veut parler de ces populations, c'est qu'en France, moi j'ai vécu à Saint-Denis dans le 93. Oh, il y a beaucoup de diversité là-bas. Il y a beaucoup de diversité. C'était très riche. Moi, j'adorais ça tous les jours. Saint-Denis, c'est connu pour la diversité. Voilà. Donc, tu aimais ? J'aimais bien. Et j'ai vu aussi l'impact du phénomène Uber. Et où tout d'un coup, une jeunesse, et j'ai écrit un article là-dessus, une jeunesse française issue des banlieues à qui on ne donnait pas sa chance, tout d'un coup, par elle-même, a pu s'émanciper, devenir entrepreneur, et se porter tout d'un coup un costume, une cravate, conduisaient une belle voiture et se sentaient libres. Et moi, j'ai parlé à plusieurs de ces chauffeurs Uber qui ont quitté des mauvais travaux. Je ne sais pas s'ils sont des mauvais, mais des travails où ils étaient balayeurs, caissiers ou peintres, où ils étaient fixés dans un cadre horaire, 35 heures, il fallait pointer, il y avait un patron. Et là, ils m'ont dit, il y a plus de précarité, oui, je travaille plus d'heures, mais je suis libre. Et je pense, et on retrouve ça dans les deux grands courants politiques aujourd'hui qui sont en France pour la présidentielle, où il y a François Fillon d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. On retrouve les deux avancent le thème de la liberté. Et je sens qu'en France, on a cette soif de liberté, on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour moi, c'est étonnant de voir que l'État, pendant des années, a investi des milliards dans ces banlieues pour essayer de donner des opportunités aux jeunes. Et en fait, c'est l'ultralibéralisme non réglementé américain qui vient dans ces banlieues, créer des emplois et donner tout d'un coup la soif aux jeunes de créer. Plus tard, ils disent tous qu'ils veulent embaucher, avoir des chauffeurs salariés, etc. Et ils leur donnent cet espoir. Ça, je trouve ça leur donne une grande liberté, ça leur donne un moyen de décider s'ils veulent travailler plus ou moins. Ça leur donne beaucoup de choses qu'ils n'ont pas dans d'autres jobs. C'est ça. Et en plus, jusqu'à récemment, ils n'avaient pas besoin de demander l'autorisation à quiconque pour pouvoir le faire. C'est bien. Maintenant, il faut. Maintenant, on commence à réglementer, forcément, c'est la maladie française. Ils veulent un morceau du paille, non, c'est ça. A piece of the pie. Il y a un test de culture générale où on parle de l'histoire du pays au 19e siècle, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Avec conduire. Non, mais c'est vraiment du... voilà. Ça, c'est le mauvais côté de la France,
boulimie législative française, réglementaire française. Bon, ben, pour en revenir aux élections, qui est un des sujets hot en ce moment, est-ce qu'il y a un candidat qui va enlever toute cette bureaucratie qui ralentit les Français? Alors... non, mais c'est-à-dire, il y a tellement de red tape en France que les gens ça bloque les gens. Ils essayent de faire des choses, mais il y a tellement de choses qui les arrêtent, qui laissent tomber. Ils disent ça vaut pas le coup, quoi. Oui, alors c'est vrai. Alors déjà, il faudrait retirer, à mon avis, une idée mal comprise de la France par rapport aux États-Unis. C'est qu'il y a aussi énormément de réglementation aux États-Unis et de red tape aux États-Unis. De plus en plus, oui. Oui, et de plus en plus. Et donc, c'est pas une maladie française uniquement, malheureusement. Mais elle est un peu plus accélérée. Elle est assez développée, oui. Est-ce qu'il y a un candidat? Il y a plusieurs candidats qui proposent de s'attaquer à l'aspect réglementaire et qui veulent redonner à la France un souffle de laisser-faire, de liberté et de renvoyer la liberté et la responsabilité de choisir, soit aux entreprises, soit aux administrations locales, soit aux personnes, aux individus, aux citoyens. Ok. Non, je me rappelle, dans les années 50, Charles de Gaulle, il disait laissez faire, c'est le seul moyen que les gens vont devenir se permettre de créer des entreprises. Et tout d'un coup, il y a eu un tas d'autres réglementations, peut-être parce qu'il y avait trop d'administrateurs en France, et ils continuent à ajouter des blocages. Donc ça, il faut démanteler et revenir en arrière. Oui, mais je pense qu'il y a... Alors, si je peux... pour moi, il y a un contexte historique qui est assez important dans ça. Ouais. C'est que l'être humain, d'abord, s'est établi géographiquement avec l'agriculture. Okay. Et il y a très très longtemps de ça. Et c'était une première centralisation. Avant, on était nomades en petites tribus. Mm-hmm. Et cette implantation pour l'agriculture nous a permis de construire des communautés. Okay. Au-delà de ça, on a eu ensuite une révolution industrielle. Mm-hmm. Cette révolution industrielle a favorisé la centralisation. Okay. Donc on allait de la campagne à la ville, parce que, la campagne produisait plus, donc il n'y avait plus de travail en campagne, et deux, il y avait un besoin massif en termes d'industrie. À Paris, dans les villes, dans les grandes villes. Donc les gens sont allés vers Paris. Les gens sont allés vers les villes. Bon. Troisième mouvement, et donc suite à ça, donc l'industrialisation, on crée l'État-providence, les années 40-50, pour protéger l'individu de certains excès de l'industrialisation. Pour ne pas confondre l'être humain avec la machine. Et donc on a établi des congés payés, des temps de travail, la sécurité sociale. On établit ces grands piliers qui sont liés à une organisation ou inspirés par une organisation centralisée où on a des entreprises qui emploient énormément de personnes et on donne des règles de jeu. D'accord. Maintenant, venons au XXIe siècle, la révolution numérique. La révolution numérique qui permet tout d'un coup un retour aux campagnes, qui nous permet de quitter les villes. Parce que tout d'un coup, grâce à la communication que nous avons, on peut tout à fait travailler, moi je le vois dans mon C'est emploi, vrai. On peut travailler de quasi n'importe où, ça dépend bien évidemment des métiers, mais de quasiment n'importe où pour effectuer un travail qui a une ampleur mondiale, qui va toucher le monde. Alors il y a les gens qui sortent de Paris. On va voir ce mouvement, à mon sens, s'accélérer dans les années à venir. Okay. Pourquoi ? Il y a une tension sur les loyers, on le connaît très bien à San Francisco, on le connaît aussi à Paris. Et donc, maintenant, quand je parle à mes amis entrepreneurs aux États-Unis, à San Francisco, on parle tous d'avoir des équipes distribuées, où chacun travaille depuis chez soi, pour créer nos entreprises demain. Parce que les salaires ici sont tellement élevés, parce que le loyer, le coût de la vie à San Francisco est tellement prohibitif que les gens ne veulent pas y vivre. On a des salaires élevés, mais on n'a pas une qualité de vie forcément aussi élevée. 80% va pour le loyer. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que ce phénomène de concentration va en fait s'inverser. Okay. Et c'est pour ça qu'en France, une des choses qu'on fait extrêmement bien en France, qui ne font pas aussi bien aux États-Unis, probablement de par la taille du pays, c'est l'infrastructure. Et en France, on a une infrastructure déjà routière, ferroviaire excellente, de première qualité. On voit dans les rues, quand on vient ici à San Francisco et qu'on voit les qualités des rues et qu'on compare à la France, ça n'a rien à voir. En France, on est très bon en infrastructure.
Et deuxièmement, c'est dans l'infrastructure de communication, Ok. parce qu'on a ce principe, non seulement français, mais européen, de l'égalité des citoyens et de l'égalité d'accès, Mhm. où on force les fournisseurs d'accès à tirer, par exemple, la fibre optique partout dans toutes les campagnes françaises. Ah ouais, c'est bien desservi partout. Ça commence à l'être. Ah, Moi, c'est quand. j'ai cité un exemple d'un endroit que je connais, qui est un village de Ballestavi, qui est dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Mhm. Perpignan. Mhm. Il y avait en 95 25 habitants à l'année. Mhm. Aujourd'hui, ils sont 125 habitants. Mhm. D'accord. Donc, Donc, on voit il l'augmentation. y a une augmentation progressive. Ils se sont débrouillés pour avoir par relais satellite une connexion Internet partagée au village. Entre eux, Et ce oui. qui permet à plusieurs d'entre eux, soit de fabriquer des produits artisanaux qui sont ensuite vendus par Internet, Ah oui, ou, si tu es product designer, oui. ou deux, de travailler pour des entreprises. Donc il y en a un notamment, mais je ne citerai pas le nom de l'entreprise, Virtuellement, mais qui il travaille travaille pour une entreprise, virtuellement. voilà, qui fait tout son travail virtuellement. Donc Depuis, tout son salaire peut aller autre part que dans les loyers très élevés. donc il a une qualité de vie Très bonne. très bonne. Et puis lui, Et puis si la ville lui manque, il va en week-end. Oui, c'est ça. Non, mais il peut toujours y aller assez facilement. Mais voilà. D'accord. Donc je pense que c'est important de comprendre ce mouvement-là. Ouais. Euh, Inverse, c'est un inverse, mouvement inverse. Je pense, ouais. D'accord. Et qui devient une opportunité. Bon, alors moi je suis très ignorante du point de vue politique française 2016, pardon. Donc peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe en France? Parce que je lis pas tellement l'actualité française. D'accord. Alors, le contexte de la politique politicienne en France, c'est qu'il y a eu la primaire à droite récemment, où, comme on a vu pour le Brexit, comme on a vu pour Trump, comme on a vu en Colombie, on voit que les sondages sont une fois de plus désavoués. Le troisième candidat, qui était largement ignoré par les médias pendant longtemps, a gagné haut la main. C'est qui? François Fillon. Il a gagné? Il a gagné haut la main, avec en plus une participation. Alors on disait, ils attendaient, les Républicains attendaient, je pense, entre 1,5 et 2 millions de participants à la primaire. Ils considéreraient ça comme une victoire à 3 millions de participants. Ouais. Et ils sont arrivés à 4 millions de participants. Beaucoup de gens ont voté? Oui, dans les deux tours. Donc on voit, et moi c'est ça l'essentiel de la raison pour laquelle je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est parce que depuis des années, j'entends des gens de ma génération, et on en parlera, mais dire que la politique n'y peut rien, tourner le dos à la politique. Et là, je suis rassuré de voir que les Français se sont réouverts à la politique, se réintéressent à la politique et accordent à la politique le bénéfice du doute quant à la possibilité du changement. Est-ce que tu as voté? Alors moi, j'ai pas pu voter malheureusement. Ben moi non plus. Donc tu vois, on est à l'étranger. Je l'aurais fait. Tu l'aurais fait, mais tu étais à l'étranger. Vu que je suis arrivé à San Francisco, c'est une raison technique, mais vu que je suis arrivé à San Francisco le 1er janvier, j'étais pas inscrit au 31 décembre sur les listes consulaires. Ah bon? Donc je ne pouvais pas voter en tant que Français de l'étranger. D'accord. J'aurais dû faire 2 allers-retours en France pour pouvoir voter depuis chez moi, là où j'étais. C'était un peu beaucoup. Ce que j'ai fait, moi, pour ma part, c'est que j'ai incité beaucoup d'amis et j'étais ravi de voir qu'ils répondaient positivement à aller voter et à participer. Parce que quand on voit le phénomène Trump aux États-Unis, il faut se dire que... Il faut faire quelque chose. Oui, en tout cas, un groupe de personnes motivées peut changer l'équilibre politique d'un pays et du monde. S'ils vont voter. S'ils vont voter. C'est que, en fait, les majorités se décident à quelques centaines de milliers ou parfois quelques millions de voix. Ce qui veut dire qu'en fait, on est par exemple 3 millions de Français de l'étranger vivant à l'étranger. C'est que ces 3 millions de Français à l'étranger, s'ils votent, ils peuvent faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. C'est vrai. C'est vrai. Le jour où c'était l'élection, il pleuvait. Et donc, ça a découragé beaucoup de gens d'aller au consulat pour voter. Et aussi, il y a aussi la question d'être inscrit à temps. Moi, je n'ai pas pu le faire parce qu'ils m'ont envoyé la forme électroniquement. Et ils m'ont dit, bon, c'est pas fait, on n'a pas bien reçu votre truc. Donc, il y a un problème technique dans leur site. Donc, je crois que je ne suis pas la seule, étant donné que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'inscrire électroniquement.
Donc, il y a un problème technique à résoudre là-dessus pour pouvoir résoudre aussi le résultat final, de pouvoir aller voter. Ouais. Néanmoins, 4 millions de participants aux 2 tours, c'est pour une primaire. C'est bon, c'est beaucoup. France, c'est énorme, c'est une belle réussite. Ouais. Et donc François Fillon a un mandat clair et légitime pour se présenter aux élections présidentielles sur un programme. Ensuite, c'est marrant, on a plusieurs choses. Ensuite, on a François Hollande qui, du haut de ses 4%... Qui se représente ? Non. Il ne se représente plus. Il a reconnu la probable réalité que il ne gagnerait peut-être même pas sa propre primaire à gauche, donc il ne se représente plus. D'accord. Et qui va le remplacer ? Donc il y aura une primaire de gauche en janvier, fin janvier, début février, où il y aura Manuel Valls qui va se présenter, il y aura Arnaud Montebourg, et puis quelques autres personnalités que j'ignore pour le moment. On décidera. Et on décidera du candidat du Parti Socialiste. Mais le Parti Socialiste a un problème historique, c'est l'union de la gauche, c'est qu'il y aura probablement Jean-Luc Mélenchon qui va se présenter. Donc un candidat socialiste, Jean-Luc Mélenchon, ça devient... voilà. Et puis il y a, là en ce moment, le phénomène Macron qui se met en place, où de façon très étonnante, un mouvement qui n'existait pas il y a 10 mois, tout d'un coup réunit 120 000 adhérents. Il a fait un meeting ce matin à Paris où il y avait 15 000 participants. Qu'est-ce qu'il offre ? Il est bien ? Alors, est-ce qu'il est bien ? Oui, moi je le trouve bien personnellement. Non, d'accord, mais est-ce qu'il a, il a quelque chose qui est attirant ? Il est charismatique peut-être ? Je sais pas. Déjà, il a une capacité oratoire qui est assez étonnante. Moi, il était en déplacement à New York lundi dernier et je suis allé voir son discours à New York. Et c'est vrai que je l'ai rencontré en personne, c'est quelqu'un de très direct. Oui, ouais. il est très direct, très simple. Enfin, c'était vraiment une belle rencontre et puis un beau discours. Donc lui, il est le socialiste. Non, lui, c'est justement ça l'intérêt, c'est dans un monde où les gens justement se disent on en a marre de la politique, son positionnement est de dire il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est dans un mouvement qu'il appelle progressiste, qui est de dire la France n'a pas fait son entrée au XXIe siècle comme il le fallait avec Hollande, ou avec Chirac, Sarkozy et Hollande. Hein, les trois n'ont rien fait pour amener la France au XXIe siècle. Les Français le sentent, je pense que c'est vrai. Et donc, il nous faut une politique progressiste qui reconnaît, on revient à ce que je disais avant par rapport à de l'époque de l'industrialisation à l'époque numérique, qui reconnaît que, par exemple, les protections sociales ne sont plus centralisées, mais deviennent individuelles. Parce que les gens bougent. Parce que les gens bougent. Parce qu'en fait, c'est plus à l'employeur de garantir l'emploi à l'individu, c'est à l'individu maintenant de choisir sa place dans le monde et d'évoluer par lui-même. Moi, si je regarde ma vie, j'ai fait jusqu'à présent en 10 ans de carrière, probablement 4 métiers relativement différents. Et souvent, tu étais self-employed. Et souvent, j'étais self-employed. Et le système n'est pas fait, effectivement, pour des gens comme nous. Moi, quand j'ai créé mon entreprise en France, j'ai démissionné et j'ai choisi de démissionner. Je n'ai pas voulu faire la rupture conventionnelle pour toucher les indemnités. J'ai choisi et j'assumais ma décision de ne pas toucher de chômage. Mais le risque là-dessus, c'est que si j'échouais dans ton entreprise, j'avais plus rien. Et tu as pris le risque. Oui, parce que c'était les règles du jeu et je pense qu'il faut jouer par les règles du jeu. Mais quand Emmanuel Macron propose maintenant de dire les travailleurs indépendants et les entrepreneurs pourront eux aussi être protégés, quand il dit que tous les 5 ans, un salarié pourra démissionner et toujours toucher ses indemnités chômage, donc choisir, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués par ça, ils veulent faire un projet, ils veulent se réaliser eux-mêmes et ils sont bloqués par ce côté. Si je démissionne, je n'ai rien. Voilà. Et donc, si on leur donne effectivement au moins un an d'aide, c'est bien. Oui, c'est bien.
Ok, donc ça, c'est ce qu'il propose comme changement. Ça, c'est ce qu'il propose comme changement pour partie. Il propose aussi... Ça, c'est une bonne idée en fait. Oui, parce non, qu'un an, ça permet à une personne d'organiser une nouvelle boîte. C'est ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça se passe par des arrangements où on s'arrange pour être licencié. Voilà, c'est ça. En fait démissionner. Donc, ça là, oui. Il faut arrêter en France de faire un système il faut cacher hypocrite, tout. Ouais. On dit en première phase, on a ces principes républicains, etc. Et derrière ça, tout le monde trouve les petits arrangements pour que ça fonctionne. Tout le monde triche. Autant assumer la réalité et faire un système qui fonctionne. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, ne pas aller voir son boss et lui demander de te licencier. Oui. D'accord. Donc ça, c'est le premier jeu. Okay. Son mouvement est d'autant plus intéressant. Donc pour être tout à fait transparent, moi je suis il fait un mouvement décentralisé où chaque localité de personnes qui aiment son mouvement qui s'appelle En Marche peut créer un comité local pour représenter le mouvement En Marche localement. Okay. C'est pas comme dans les partis politiques où on crée des fédérations et on décide, le parti en haut décide du haut en bas qui représentera ces fédérations. Ça part chacun peut décider. Ce qu'on appelle grassroots. Ah, donc, d'accord. Donc tu fais partie de ce mouvement. Je fais partie de ce mouvement. C'est très intéressant parce que les gens que je côtoie dans ce mouvement sont pour la plupart des gens qui n'ont jamais eu d'implication politique auparavant. Ah, d'accord. Donc il fait rentrer, un peu comme Trump d'ailleurs, mais sur des thématiques extrêmement différentes. Okay. Mais il fait rentrer, Emmanuel Macron fait rentrer dans la politique des gens qui avant n'étaient pas impliqués. D'accord. On a par exemple un jeune diplomate français auprès de l'ONU à New York, Thomas Rossignol, qui lui est prêt à porter les couleurs d'En Marche aux législatives, c'est sa première implication politique, pour la circonscription Amérique du Nord des Français de l'étranger. Et lui... Est-ce qu'il est très jeune, ce Macron ? Macron, il a 38 ans. C'est pour ça qu'il a des nouvelles idées. Oui, c'est pour ça, c'est pour... je sais pas, il y a des... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il pense comme les jeunes entrepreneurs. Oui, je pense qu'il a été au contact de ce monde. Je pense qu'il... Lui, sa carrière politique, elle commence vraiment en 2012. D'accord. Donc il a moins de temps de carrière politique. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Il est maire d'une ville ? Non, il n'est pas élu, il n'a jamais été élu. Il était donc ministre de l'économie jusqu'au mois d'août. Okay. Quand il a démissionné pour assumer pleinement ce plan. le mouvement En Marche. Et il a des supporters. Il a des supporters. Il a beaucoup. Tu as dit il y a 120 000 ? Il y a 120 000 adhérents. On lui donne les intentions de vote au premier tour entre 14 et 17%. Ah. Alors il faut probablement passer la barre des 26% pour passer le premier tour, les 24-26%. Mais il faut savoir que jusqu'à il y a 6 mois de ça, Emmanuel Macron n'existait pas en tant que candidat potentiel. Ouais, donc il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître alors. C'est énorme. C'est énorme. Mais il faut se faire connaître. Et est-ce qu'il a des fonds pour se faire connaître ? Alors, c'est toute la question. Donc je pense qu'il y a déjà 2 messages qu'il faut passer aux Français avant le 31 décembre. Français de l'étranger, tous les Français, c'est inscrivez-vous sur les listes électorales. Parce que pour pouvoir voter en mai, il faut être inscrit sur les listes avant le 31 décembre. Pour les Français de l'étranger, c'est très simple. Vous cherchez sur Google, vous verrez, ça se fait de façon numérique. C'est un des aspects de notre administration qui est extrêmement moderne et extrêmement facile. Donc inscrivez-vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, les partis politiques historiques ont un financement public lié au nombre d'élus dont ils disposent. Et En Marche étant un mouvement créé au mois d'avril, n'a aucun élu aujourd'hui, donc n'a aucune subvention publique. Il n'en a aucune ? Aujourd'hui, il n'en a aucune. Donc pour le Parti Socialiste et pour les Républicains, ça doit représenter quelques dizaines de millions d'euros, si je ne me trompe pas, ces subventions. Donc c'est énorme, sachant qu'une campagne présidentielle, on estime son coût à autour de 20 millions d'euros. Donc comment il va le faire ? Alors, là déjà, il a levé des fonds personnellement par justement ses adhérents. Et il faut savoir, on peut donner, un Français peut donner donc que les personnes physiques, contrairement aux États-Unis où les entreprises peuvent contribuer, mais que les personnes physiques peuvent donner jusqu'à 7 500 € par an à l'ensemble des mouvements politiques. Donc, ils ne peuvent pas faire 7 500 pour les Républicains, 7 500 pour En Marche, mais et donc ça c'est par an. Donc il faut donner maintenant avant le 31 décembre pour pouvoir recontribuer
après, en début 2017. Mais pour les Américains, ils n'ont pas un tax deductible pour ça. Ah non, non. C'est pour les Français. C'est pour les Français de France. Pour les Français déclarant des impôts en France, ils peuvent réduire ça de leur impôt à hauteur de 2/3. Voilà. C'est ça, 66%. Mais pas ici. Pas ici. Il faut assumer aussi que c'est une réalité. Oui, on peut pas et vouloir un changement et pas être prêt à payer le prix de ce changement. Donc si on veut Mais du qu'est-ce qu'il renouveau, propose, monsieur, à ceux qui ne sont pas des entrepreneurs? Est-ce qu'il a des idées aussi assez nouvelles? Donc il veut retirer un certain nombre de cotisations sociales salariales. Pas aussi élevées. Il veut les retirer complètement. Et il a annoncé ça ce matin à Paris. Ah ouais. Ce qui ferait qu'il y a donc il y aura le moins salaire de net va augmenter, la différence entre le brut et le net. Il y aura moins d'administration. Il veut réduire l'administration, la couche administrative. Mais il y aura moins de red tape alors peut-être. Il veut simplifier la réglementation, décentraliser davantage, donc donner plus de pouvoir local aux régions et aux villes pour décider de leur politique économique. Mais il ne va pas enlever les services sociaux acquis, c'est-à-dire les congés maternité, tout ça. Il ne va pas enlever tout ça. Non, il ne va pas les enlever, mais il va probablement les changer pour que d'un système, encore une fois, centralisé de couverture, on s'adapte vers un système individualisé de couverture. Ah, d'accord. Donc il ne va pas réduire les prestations, mais il va changer leur modalité pour que ça devienne davantage individuel plutôt que collectif. Plutôt que par société, c'est ça? Ouais. C'est ce que je comprends dans ces propos. Alors, il faut ça, le mouvement En Marche, encore une fois, il a commencé en avril, et donc le chemin, la feuille de route tracée par Emmanuel Macron était période de marche et de diagnostic pour recueillir l'avis des Français, qui s'est faite cet été. Okay. Ensuite, l'analyse de de ces questionnaires pour poser un diagnostic, effectivement, ce qui s'est fait en septembre-octobre. Et puis ensuite, à partir de maintenant, commencer à travailler les éléments de programme. Parce que s'il enlève des services sociaux comme l'assurance médicale, tout ça, il y aura une révolution en France. Les Français ne sont pas comme les Américains où c'est qui peut acheter qui a le pouvoir. C'est-à-dire en France, si tu vas à l'école, on te paye tout. On te paye même les cahiers. C'est-à-dire les cahiers, les stylos et tout ça. Donc s'il veut imiter le système américain, ça ne va pas marcher en France. Non, ça c'est sûr, mais il ne souhaite pas du tout imiter le système américain. Je ne pense pas que ce soit son inspiration. Enfin, j'en suis même certain. Non, je pense qu'Emmanuel Macron, il veut que notre modèle social soit adapté à l'économie contemporaine. Donc ça ne veut pas dire retirer des couvertures, et d'ailleurs il l'a dit très clairement aujourd'hui qu'en termes de remboursement de soins essentiels, il ne toucherait pas à ces éléments de remboursement pendant son quinquennat. Ce qu'il souhaite, c'est que ce système qui était top-down et très lourd va maintenant être individualisé, donc pour reconnaître un cas individuel, d'un besoin individuel dans un monde. Mais ça c'est génial, je trouve. C'est génial parce que moi je suis individuelle depuis des années et donc je manage mon argent seul. C'est-à-dire j'ai pas quelqu'un qui me dit il faut que tu payes ci, il faut que tu payes ça. Je self-employed. Oui. Non, mais, et donc je pense que c'est toute la question, c'est comment est-ce que l'État-providence, le filet qu'on souhaite en France fournir à tous les citoyens, comment est-ce qu'on adapte ce filet à l'économie contemporaine? Au changement. Voilà. Et pour pas que ce filet devienne un boulet qui nous ralentisse dans notre innovation, mais au contraire, qui nous progresse. Mais qui justement nous permettent de prendre l'envol, de prendre la liberté du 21e siècle. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'aime bien ça, je vais voter pour lui. Voilà, tu m'as déjà convaincu parce que j'aime bien ce concept de donner du pouvoir à l'individu plutôt qu'à la société. C'est très bien, ça. La société qui t'emploie, je veux dire. Donc, moi, je pense que c'est la voie de l'avenir. Quand on voit justement ces chauffeurs Uber qui deviennent des travailleurs indépendants, etc., il faut leur assurer des périodes de... Voilà. Donc, toi, tu écris pour un magazine?
Non, j'écris pas pour un magazine, j'écris des articles comme ça de temps en temps. Que tu envoies. Que j'envoie. Là, j'en prépare un qui est un cri du cœur à ma génération. Okay. Pendant des années, j'ai vu aussi bien aux États-Unis qu'en France des gens de mon âge, donc j'ai 34 Toi, ans. tu es Gen Y. Gen X ou Gen Y? Je suis dans les millennials. Oui, les millennials, ok. Voilà. Donc j'ai 34 ans et je vois des gens me dire systématiquement oh la politique, tant pis, ça m'intéresse pas, etc. Quand j'avais 18 ans, c'est une histoire assez marrante, je me souviens d'un débat avec mon oncle où je lui disais mais votre génération nous a endettés, votre génération n'a pas réformé la sécurité sociale, votre génération a... Est-ce que tu as voté en France? J'ai toujours voté dès que j'ai pu voter. Tu as voté, tu as voté. J'ai toujours voté. Ah d'accord, donc tu aimes la politique. Oui, depuis que je suis jeune, c'est un sujet parce que c'est notre vie en fait, c'est notre vivre ensemble, c'est ça qui est passionnant. Oui. Et donc mon oncle, à ce moment-là, je lui reprochais à sa génération baby-boomer de ne pas avoir, malgré leur révolution de 68 et tous les idéaux, de ne pas avoir pris les décisions difficiles pour l'avenir du pays. Mm-hmm. Il y a quelques années, je lui ai retenu le même discours. Et là, il m'a dit, mais maintenant tu as 30 ans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais. Et je pense que c'est ça la question aujourd'hui. Si on regarde le Brexit, la génération des moins de 50 ans a voté en faveur de l'Union européenne pour rester, majoritairement. Les plus... Donc il y a vraiment un clivage générationnel. Ah, oui. Ceux qui ont les plus âgés ont voté contre. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est le taux de participation. Donc en France, l'électorat 18-50 ans représente à peu près 25 millions de personnes, enfin 22, je me trompe peut-être dans les 22 millions. Représente en tout cas la même population électorale que les 45-50 jusqu'à 93 et au-delà. D'accord. C'est à peu près la même. Sauf que la génération la plus jeune vote à 5% de moins que les plus âgés. C'est ça le problème. Et donc, ce que je veux dire à ma génération, c'est que puisque les élections sont souvent décidées à quelques pourcents, oui. si on arrive si on vote un peu plus, si sur les 5% on a 3% qui viennent voter, on aura une meilleure voix. Notre voix l'emporte. Et je ne veux pas rentrer dans un schéma de conflit générationnel, mais nous on a un intérêt quand même qui est peut-être un petit peu différent de l'intérêt des générations un peu plus âgées, parce que nous, on a encore, alors dans les cas aujourd'hui, pour moi, 50 ans en moyenne. Moi, je pense qu'on aura au-delà de 150 ans d'espérance de vie d'ici là. Je pense que les progrès vont faire que je vivrai 200 ans et peut-être, oui. Ouais. Je pense que c'est possible. Enfin, ça semble un peu fou aujourd'hui, mais on peut en reparler. Et donc, il faut poser les bases de ça. L'autre chose, c'est qu'on voit aujourd'hui dans le monde qu'il y a deux choses qui se passent aux États-Unis, en Angleterre, en France et ailleurs. Il y a un groupe de la population qui veut un repli, un refermement, un retour de la nation. Et il y a un autre groupe de la population qui a compris que la mondialisation était une chance, une richesse, représentait certains risques, mais est aussi inéluctable. Si vous demandez, sur les 25 dernières années, nous avons réduit de 2 milliards dans le monde le nombre de gens vivant en pauvreté. Donc, c'est bien ça, c'est un progrès. C'est considérable. C'est un progrès. Moi, j'étais à Shenzhen il y a quelques semaines et en Inde après. J'étais la première fois il y a 15 ans. Il y a eu beaucoup de progrès. Les changements sont énormes. Oui. Et la qualité de vie est énorme. Et les gens travaillent digitalement sur l'Internet. Ouais, là, mieux d'ailleurs en Inde, l'infrastructure numérique est meilleure que l'infrastructure routière. C'est vrai, parce que c'est là où ils ont les jobs. Tout à fait. Et puis c'est mais il y a une partie de la population dans nos pays occidentaux qui se sent dépassée par tous ces changements. Aux États-Unis, pour citer quelques faits, il y a 3,5 millions de chauffeurs routiers. Il y a également 3,5 millions de caissières dans les supermarchés. On a fait il y a 2 mois aux États-Unis le premier test du camion autonome de livraison. On a fait, Amazon a annoncé il y a quelques jours aux États-Unis les supermarchés sans caissière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 7 millions de personnes? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ces gens sont, à juste titre, angoissés par leur opportunité.
Ah, Et c'est là où le filet pour revenir à la France d'Emmanuel Macron a toute sa place, qui consiste à dire ça se fait par la formation et la reformation. Et leur donner des jobs continue. différents. Voilà. Mais Ils peuvent devenir programmeurs, codeurs. ils peuvent faire ça. Maintenant, il y a des tas de ressources qui sont relativement peu chères Ouais. qui permettent à quelqu'un de se reformer. Oui. Mais il faut que le système encourage ça et que le système Investisse. comprenne qu'on aura plusieurs carrières dans une même vie parce que l'innovation progresse à une vitesse qui fait qu'on On va perdre son job. On est obligé de rester à jour parce que on va forcément perdre son job. Mais est-ce que c'est vrai que ce sont les gens qui ont le plus de fonds qui gagnent une élection? Enfin, c'est-à-dire celui qui a le plus d'argent pour mettre des pubs, pour avoir accès à plus de forums, pour avoir plus de voix. Est-ce que ça leur donne une plus grande chance de gagner que celui qui n'a pas d'argent? Alors, on ne peut pas faire campagne sans argent, c'est sûr. Il y a des différences très importantes aux États-Unis par rapport à la France. Aux États-Unis, on a le droit de payer pour faire de la publicité en campagne. En France, Yeah. on a interdiction de faire de la publicité en campagne. Ah bon? Oui. Tu veux dire, un candidat ne peut pas mettre une pub à la télé? Non. Ah On bon? n'a pas le droit. Je ne savais pas. Et- Donc et- déjà, c'est une grande différence. Oui, et les temps de parole aussi en France sont encadrés et donc doivent être équilibrés à travers les différents Celui candidats. chaque candidat a un temps spécifique. Aux États-Unis, c'est vraiment autre chose, mais ce qui est très étonnant, c'est que Trump a dépensé X fois moins que Hillary pendant Et il la a campagne, gagné. et il a gagné. Alors, Il a gagné électoralement, mais pas pas le vote populairement. populaire, Ok. mais il a quand même gagné parce que les médias lui ont donné tout d'un coup. C'est pas la seule raison pour laquelle il a gagné, mais ça a compensé son élément de budget. D'accord. Euh, Mais il a quand même gagné. Il a quand même gagné, oui. Il a quand même gagné. Et moi, c'est ce que je veux dire aussi à tous les gens de mon âge qui regardent l'avenir, c'est de se dire, oui, on nous dit depuis qu'on est petit que la France est un pays qui bouge pas, un pays où c'était toujours mieux hier, où les 30 glorieuses étaient fantastiques, etc. On entend ça depuis qu'on est tout petit. Il faut reconnaître que la France représente 1% de la population mondiale, a une entreprise d'envergure mondiale de première qualité dans quasiment tous les secteurs économiques, que ce soit l'aéronautique, l'infrastructure, le luxe, l'alimentaire. On est représenté partout. On est représenté partout. L'énergie, donc on a une chance fantastique. On a une place dans l'Europe, non seulement géographique, mais historique, qui nous donne un poids considérable dans l'avenir de cette Union européenne qu'il ne faut pas négliger. Et l'Union européenne est notre avenir. On peut pas vivre sans l'Union européenne. On ne compte pas dans le monde sans l'Union européenne. Elle nous permet de faire énormément de choses et il faut continuer aussi bien sur le climat que l'économie. Il faut rester avec eux. Oui. Absolument. Et quel est le taux de chômage en France, si tu le connais? Je pense Ici, c'est 4,9%. Ici, c'est 4,9%. Alors, il y a des façons différentes de compter parce qu'ici, aux États-Unis, ils ne comptent pas les gens qui ne cherchent pas de travail depuis plus de 6 mois. Ah. Donc, faut regarder aussi Comment tu comptes? Comment on compte. Mais en France, on est en tout cas à 10% de chômage, premièrement. Donc, on dit 3 millions de chômeurs. 6 millions si on compte les chômeurs dans toutes les qualités. Et ils reçoivent aussi un employment plus longtemps, c'est-à-dire des subventions plus longtemps s'ils sont licenciés. En France, on a 2 ans d'indemnité. Et ici, c'est 6 mois. Ici, c'est 6 mois, ça va bien. Mais donc en France, on a ce problème de chômage qui est chronique. Hein, oui, parce que si tu as 2 ans sans travailler, pourquoi pas? Il y a ça, et puis l'autre problème, c'est que... Ça, il faut changer ça. En tout cas, il faut changer ça, parce que les gens deviennent paresseux, et après ne cherchent plus, parce qu'ils disent je peux rester au chaud à la maison, au lieu d'aller me battre dans les métros, et gagner tout autant. Moi, mais ça n'engage que moi, je parle à de titre toi. Personnel, je serais favorable à ce qu'on réduise ces durées d'indemnité à 1 an, et aussi à ce qu'on baisse le plafond, parce qu'il y a des gens avec des salaires relativement élevés qui touchent aussi 80% de leurs indemnités. Ah, ça c'est trop. Et qu'on baisse le plafond, ça c'est le système anglais, où il y a, en fait, c'est le même montant pour tout le monde. Moi je serais favorable à ces 2 éléments, mais ça n'engage que moi. Oui, mais est-ce qu'il y a un candidat qui est d'accord avec toi? Alors, je pense que François Fillon veut revoir le paiement des indemnités. Fillon, c'est celui qui est de la droite. Oui, c'est les Républicains. Que je sache, Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé
sur ok. les indemnités chômage. Il a parlé de l'éligibilité aux indemnités, donc d'étendre ça aux indépendants, des travailleurs indépendants Ça, c'est et aux bien. démissionnaires Ça, c'est bien, des ouais. jobs, ça c'est très bien. Le montant des indemnités, que je sache, mais N'a pas encore été discuté, et Ok. les modalités de calcul. Ok, bon, ben, c'est bon à savoir. D'accord, donc toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ta participation politique? Tu peux organiser des meet-ups, c'est ça? Ici, nous organisons des meet-up pour En Marche. On est Tu vas plusieurs, vendre des t-shirts, non, comment on appelle des trucs? des pins. Ouais. Oui, on va essayer Tu vas faire quelque différentes chose. choses. On a fait signer, quand j'étais à New York, il a signé un livre, son livre Révolution, il a Tu signé pourrais le pas faire. qu'on va essayer de vendre aux enchères. Ah. Il y en a qui le donnent gratuit quand ils sont Oui, mais candidats. lui, il le donnerait gratuitement, il le signait gratuitement. Ah, Moi, mais je lui toi, ai tu veux demandé faire un fundraiser. pour Faire un voilà, fundraiser. ça vient pas de lui, ça vient Ouais, de nous, ça vient c'est de toi. Ok. c'est notre, C'est voilà. une bonne idée. C'est une bonne idée. Et puis la première chose, à mon avis, qu'on peut faire, c'est de dire aux gens de voter. Hein. C'est de dire aux gens, inscrivez-vous sur le liste. Mais si je dis à quelqu'un vote pour Macron, il va me dire mais je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur, comme je viens de te le dire. Donc c'est pas tout le monde qui est au courant à l'étranger de ce candidat. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y a un site qui s'appelle visionmacron.fr. Où ils peuvent se C'est les renseigner. jeunes de En Marche qui ont créé ça, où par thème, on voit clairement les positions du candidat. Et il a le social media comme Facebook page, tout ça. Il est très actif là-dessus. Il y a quelques initiatives qui se préparent pour l'année prochaine qui vont, à mon avis, amplifier le message. Mais est-ce que certaines personnes diraient il a que 38 ans, il n'a pas assez d'expérience? Il y a des gens qui pourraient dire ça. Mais quand vous voyez Mark Zuckerberg qui a mon âge et qui dirige une entreprise qui est Facebook, qui a 2 milliards d'utilisateurs ou 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, qui pèse 200 milliards en bourse, qui peut dire qu'il n'est pas, qui sait pas ce qu'il fait? Ah, d'accord. Effectivement. Donc c'est une notion antiquaire, ou plutôt, l'âge est une notion, disons, qui n'est plus en cause de nos jours. C'est plus que l'âge, c'est une question de maturité. D'accord. Et moi, je pense que de par son parcours et de par le temps que Emmanuel Macron a passé à la réflexion, il est qualifié. Il est mûr, il est prêt, et il saurait incarner la République au XXIe siècle pour les Français. D'accord. Il pourrait les représenter, qu'ils soient jeunes ou vieux. Oui, aussi. Je pense qu'il a cette. Moi, quand je l'ai rencontré, c'est très intéressant parce qu'on regarde un candidat de loin pendant longtemps et puis après, on a la chance de le rencontrer en personne, d'échanger rapidement avec lui. Et tu as eu une bonne impression. Et j'ai senti de l'empathie, de l'humanité et une sincérité Donc, c'est ça qui le motive à se présenter? Je pense que il a vécu des moments assez frustrants en tant que conseiller spécial. Il était conseiller spécial à l'Élysée pour François Hollande et ensuite ministre de l'économie. Ah, il a eu beaucoup d'exposure. Oui, c'est quelqu'un de très volontaire de nature et je pense qu'il a rencontré certaines frustrations liées au système qui ne bougeait pas et s'est rendu compte que il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a deux solutions, soit partir et se réfugier ailleurs, soit faire face, assumer les responsabilités et incarner ce changement. Échanger. Et je pense que c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Et donc tu dis beaucoup de jeunes le supportent, c'est ça? Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de moins jeunes aussi. C'est intéressant, oui. Dans notre comité ici à San Francisco, on est équilibré entre les moins de 35 ans et les plus de 40 ans. C'est vrai? Oui. Donc il y a beaucoup de moins jeunes aussi qui entendent ce message. J'invite tout le monde d'ailleurs à regarder le replay de son discours c'est où? C'est sur Facebook? C'est sur Facebook, sur la page d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Facebook? Oui, cherchez Emmanuel Macron sur Facebook. C'est 2M? Oui. 2M, Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Okay. Sur Facebook, de revoir ce discours C'est un discours qu'il a fait aux jeunes? Qu'il a fait, non, il y a 15 000 supporters qui sont venus le voir de tous âges. C'est vrai. Où? À Paris, Parc des Expositions, je pense, ou Porte de la Villette. 15 000, c'est quand même assez important. Oui, non, mais pour donc il a, c'est d'ailleurs ses propos de début, on l'a longtemps accusé d'être seul
Et donc, Tous ces gens qui sont à l'étranger, tu as dit 3 millions, est-ce qu'ils comprennent tous le français? Les 3 millions de Français de l'étranger, j'espère que pour une grande partie d'entre eux, ils parlent français. D'accord. Je le souhaite. Après, il doit en avoir certains qui ont la nationalité, je dirais, par héritage, et qui peut-être ne parlent pas. En tout cas, ils ont tous intérêt à ce que, et surtout dans ce monde aujourd'hui où il y a une vraie menace de repli sur soi, je dis souvent, on est un archiduc d'une explosion, pour rappeler 1914. Où si une série d'événements pouvait se déclencher aujourd'hui entre la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Ukraine, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Hongrie, les Pays-Bas, la France, l'Italie, ce qui vient de se passer, et les États-Unis, entre tous la Chine qui se posture maintenant avec Taïwan grâce au coup de fil de Trump. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de risques qui pèsent. Et donc je pense que tout le monde a intérêt à ce que la France soit forte là-dedans, parce que la France compte dans le monde et que la France représente la voie de l'ouverture, de la mondialisation humaine et du XXIe siècle. Je pense que tous les Français de l'étranger devraient s'ouvrir à cette idée et aller voter et participer à l'élection, choisir le candidat qu'ils souhaitent. Bon, alors rappelle-nous, les élections, c'est en janvier et en mai. Alors non, la primaire à gauche est en janvier. La primaire du Parti Socialiste sera fin janvier. Mais lui, il n'est pas à la gauche. Non, lui, il n'est pas... alors comment on va voter pour lui? Lui, il est déjà candidat de son mouvement. On aura l'occasion de soutenir Emmanuel Macron, soit en rejoignant le mouvement et en faisant des... En votant en mai. En votant en mai, donc, fin avril, début mai. Mais en janvier, on n'a pas besoin de voter pour lui. Non, en janvier, c'est ceux qui souhaitent s'exprimer pour la primaire du Parti Socialiste et de gauche. Ah d'accord, donc, et lui, il n'est pas sur cette liste. Lui, il ne sera pas sur cette liste. Donc c'est en mai que ça va se jouer. C'est en mai que le premier tour... Alors, c'est fin avril au tout début mai, mais je devrais savoir. Ouais, d'accord. Donc le premier tour sera en mai. Ouais. Et là, on pourra, et là, ça sera très important parce qu'il y a effectivement, il y a Marine Le Pen qui aujourd'hui est toujours à 25%. Il y aura beaucoup d'éliminations. Au-dessus. Il y aura peut-être François Bayrou, on ne sait pas, mais je souhaite qu'il ne se présente pas parce que ça fait suffisamment de temps. Qui s'est représenté déjà 2 fois. Oui, et puis voilà, aujourd'hui le mouvement que François Bayrou voulait incarner en France, le positionnement, voilà, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne et qui l'incarne mieux. Donc si François Bayrou a traduit en action ses convictions et ses paroles, il soutiendra plutôt Emmanuel Macron que d'essayer de défendre sa propre chapelle. Mais donc ça, on verra ce qu'il fait. Et puis après, au Parti Socialiste, on va voir qui est leur candidat. Et puis il y aura la gauche plus forte, l'extrême gauche, Mélenchon, etc. Bon, donc ça va être un échec. Et le final, c'est quand? C'est 2 semaines après le... C'est en juin. Non, ça sera en mai aussi. Ouais, c'est ça. Donc tout ça va jouer entre fin Est-ce que c'est vrai que si un candidat est indépendant, il a très peu de chance? Parce qu'il n'a pas été connu dans les primaires. Quand j'avais 16 ans, je suis allé au bureau de la commission électorale à Paris pour demander qu'est-ce qu'il faut pour être président. Le monsieur m'a répondu, il faut être membre d'un parti. D'accord. Non, je lui ai dit, ça paraît pas démocratique. Okay. Et il a dit, non, effectivement, c'est pas la loi. La loi, c'est 500 signatures et avoir 28 ans, quelque chose comme ça. Mais ça aide un parti. Alors oui, un parti, ça aide. Aujourd'hui, le mouvement En Marche compte plus d'adhérents que le Parti Socialiste. C'est vrai? Oui. Donc on voit que, en fait, ce qui compte, et on a vu ça... c'est le mouvement. Ce qui compte, c'est le mouvement. C'est l'adéquation d'un mouvement et d'un discours avec un temps. Et je pense que les Français, entre le quinquennat immobile de Chirac, clivant de Sarkozy et inexistant de Hollande, en ont marre. Tu auras une chance. Et maintenant, sont prêts à dire il faut un changement. On est prêt à finalement, et la France agit souvent comme ça, par sursaut, on est prêt à faire ce sursaut. On le voit dans les soutiens de François Fillon. Donc il faut qu'il garde le momentum. Et on le voit aussi avec Emmanuel Macron. Donc s'il garde le momentum, ça pourra gagner. Moi je pense qu'il a ses chances. Je pense qu'il pourra être au second tour. Et je pense que s'il est au second tour, il deviendra vraisemblablement le président de la République. Mais si on ne vote pas pour lui en janvier, comment on peut savoir s'il va être au second tour? Non, en janvier, c'est pas...
En janvier, c'est les primaires socialistes. Ok, comment on va décider s'il participe pas? Ah, le second tour en mai. Au premier tour, le second tour en mai. Ah. Ouais, Donc là, en mai, il faut... est candidat au premier tour. Ah, d'accord, d'accord. Et s'il passe le premier tour, et je pense que c'est aujourd'hui difficile, mais Pas impossible. Mais aujourd'hui, en politique, ça veut rien dire, en fait. Hein. Quand on regarde le temps qu'il y a, quand on regarde la soif qu'il y a en Combien France de pour un pourcentage changement, il faut qu'il ait au premier tour? entre 24 et 28% pour passer le premier tour. D'accord. Et après, s'il a ça, il peut faire le second tour. Après, il est au second tour, contre probablement François Fillon. Et celui qui sera élu pour la gauche. Non, le second tour, ça serait que deux candidats. Ah, deux candidats. Ouais. Donc il faut qu'il batte un des trois. Bah, on sait pas combien il y en aura au premier tour, mais en tout cas, le premier tour, on prend les deux premiers. Ouais. Et on les passe au second tour. Ok. Donc il sera contre quelqu'un d'autre, probablement François Fillon. Et si il y a un débat, pour ceux qui ont regardé les débats Hillary-Trump, donc il doit éliminer quelqu'un donc. Non. Un des trois doit partir. Pourquoi trois? Tu as dit il n'y a que deux. Mais il y a plus que trois candidats au premier tour. Non, mais la finale, c'est que deux. La finale, c'est que deux. Comment on va décider qu'on va le garder au deuxième tour? On vote. On va voter. On vote pour l'un ou l'autre. On vote pour l'un ou l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que si on a un second tour, François Fillon et Emmanuel Macron, on aura un débat de second tour de très grand niveau, de niveau d'homme d'État, parce que les deux ont cette qualité-là. Et je pense que ça serait une réussite de la démocratie française face à, je dirais pas l'échec, mais la surprise de la démocratie américaine récemment. Ce serait la réussite de la démocratie française que de présenter un véritable choix de visions différentes pour la France au second tour, avec Emmanuel Macron d'un côté et puis François Fillon. Donc il faut qu'il batte plusieurs candidats. Oui, mais au premier tour, je sais pas, il y aura 7-8 candidats, donc c'est que les deux premiers qui passent. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, c'est pas comme ici où c'est les démocrates contre les républicains. Ça va être les républicains, c'est Fillon, le démocrate qui doit les battre, et puis un des trois doit partir. Il y a plus que 3. Ils seront 7 ou 8 au premier tour. Ah, ils seront 7 ou 8. Et donc, que les plus forts vont gagner. Que les deux premiers, oui. Les deux premiers passent au second tour, et au second tour... Donc, c'est pas les deux plus forts partis, c'est les deux plus forts candidats. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le parti. Les partis comptent beaucoup aux législatives ou aux régionales, etc. Mais aux présidentielles, ce qui compte, c'est l'homme, le nombre de voix. L'individu face au peuple. C'était ça la volonté de Gaulle dans la Ve République. Ok. Voilà. Et c'est l'homme ou la femme face au peuple. Et là, je dirais même... vous dites il faut qu'ils battent d'autres, mais ce n'est pas une question pour moi de battre, c'est une question de venir, de mobiliser des gens derrière une idée suffisamment pour être un des deux premiers. Okay. C'est pas une question... Mais un des deux partis va disparaître à la finale. S'il y a 7 candidats, il y en a 5 qui vont disparaître avant le second tour. Voilà, peu importe les partis. Peu importe les partis, d'accord. Mais il y en a 5 et il y en aura 2 qui resteront pour le second tour. Oui, mais les autres vont avoir beaucoup plus de support étant donné qu'ils font partie d'un comment on appelle, d'un groupe. Ils font partie d'un parti. Font partie du Parti socialiste et du parti. Ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, à mon avis, si je m'imagine militant socialiste, je ne suis pas ravi des choix dont on me présente. Ah, d'accord. Du réchauffé Montebourg, du Valls, qui va avoir beaucoup de mal à expliquer comment il sort d'un quinquennat. Donc il a des chances. Oui, je pense que le Parti socialiste est en désarroi total aujourd'hui, qui savent pas, et ils vont pas présenter un choix positif viable de changement, je pense, tel que je vois. Après, les choses peuvent changer, mais aujourd'hui, il n'y a aucun candidat socialiste qui inspire, je pense, l'enthousiasme. Ça serait un vote pour les socialistes, à mon avis, par militantisme pur, mais ceux qui, tout d'un coup, arrivent à passer outre
des frontières de base de je suis encarté au Parti socialiste, je trouve, pourront se reconnaître dans Emmanuel Macron, qui lui représente une vision équilibrée. Donc il est un contre tous, donc il est un individu contre les partis. C'est très fort ça. C'est ce qu'il fait. C'est très fort. Et tout le monde lui dit depuis des mois ça ne marchera pas. Et puis maintenant, il réunit 15 000 personnes ce matin à Paris, 120 000 adhérents dans son mouvement. Donc il a fait des gros progrès, oui. Oui, il a clairement le vent en poupe et il a un élan devant lui qui est très fort. Après, ça reste difficile, rien n'est acquis. Et la presse le couvre bien? Oui, la presse le couvre bien. Alors, elle a été dure avec lui dès lors qu'il s'est déclaré, mais ça, c'est la règle du jeu, en fait. Tu es nouveau, tu es... Ouais. Je suis assez déçu par certains journalistes. Le Point, tout ça. Enfin, ouais, puis qui font des argumentaires faciles. Je me souviens d'un argument où il était avec, je pense, Patrick Cohen et où Patrick Cohen lui dit vous voulez que tout le monde ait 3 emplois, que ce soit la catastrophe à l'américaine, enfin des sortes d'arguments, ouais, de caricatures bêtes d'un modèle économique qui est souple en fait. Et je pense que Patrick Cohen le sait très bien, et il fait juste du facile. Et moi je trouve qu'en France, il simplifie trop les choses, ouais. Aujourd'hui on s'oriente vers une élection présidentielle avec un très haut niveau de débat démocratique. J'espère que nos médias s'aligneront sur ce que les candidats présentent, et les médias présenteront également un haut niveau de débat et de discussion de fond, et pas les petits argumentaires faciles populistes pour l'audimat. Je te félicite d'avoir pu trouver un candidat que tu veux bien soutenir. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui soutenir. Ils disent qu'ils sont tous les mêmes. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent oh, celui-là, il ne m'inspire pas, celui-là ne m'inspire pas. Au moins, tu as trouvé quelqu'un qui t'inspire. Donc ça, c'est déjà un pas vers, disons, quelque chose. On peut faire des progrès. Parce que si moi, franchement, j'ai aucune idée des candidats. Mais maintenant que tu m'as donné une idée, maintenant, moi aussi, j'ai fait un petit pas, je vais bien sûr regarder un petit peu en ligne ce monsieur. Je sais même pas à quoi il ressemble. Donc, je vais regarder en ligne Facebook Emmanuel Macron. Oui, et puis visionmacron.fr. Et visionmacron.fr. Ok, je vais regarder ça. L'autre chose qui est plus important que de parler d'un candidat, c'est vraiment juste de dire il ne faut pas tourner le dos à la politique. Les moments dans lesquels nous sommes nécessitent que tout le monde, tout citoyen, fasse attention à la politique et s'implique dans l'élection pour un candidat ou pour un autre, peu importe, mais il faut aller voter. Parce qu'on l'a vu ici, on l'a vu avec Brexit, ouais. La majorité silencieuse ne peut pas se plaindre si elle ne se déplace pas pour aller voter. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Le premier message que je veux passer, c'est ça, c'est impliquez-vous. C'est la même chose pour Trump. Les gens, ils se plaignent et ils ne sont même pas allés voter. Ouais, alors, c'est le même système, c'est le même principe. Ok. Bon, écoute, on a très bien exposé la chose, je pense. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je te remercie d'être venu nous parler un petit peu de ce qui va se passer du point de vue élection française. Et c'est toujours un grand plaisir de te revoir. Merci. Merci, Annie. Merci.